Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Je veux remercier chaleureusement nos deux intervenants extraordinaires de cet après-midi, le président Obasanjo et le président Prodi, que l'on va présenter plus correctement après, avec Stefano Manservisi, directeur général de la Commission au développement de la Commission européenne. Le sujet de notre dialogue aujourd'hui est ce qui fait bouger le monde. Ce qui fait bouger le monde n'est pas un tweet, même s'il provient d'un leader politique dans des plus grands pays au monde. Ce qui fait bouger le monde n'est pas le dilemme qui est représenté par la question de faire ou non débarquer des personnes du navire en Italie, ou ce n'est pas un bombardement sur un aéroport syrien vide, parce que les Syriens ont été notifiés par les États-Unis et vice-versa. Cela, ce n'est pas qu'un bruit de fond qui nous fait peut-être distraire de ce qui fait vraiment bouger le monde. Des transformations sur la démographie, sur la force des États, des systèmes politiques qui les gouvernent, sur l'immigration. Il s'agit de transformations qui puisent leurs racines dans des décennies, d'il y a des décennies qui peut-être vont s'exprimer et apparaître des années après et qui vont donc façonner la réalité autour de nous. Pour comprendre ce qui fait bouger le monde, il faut des instruments que aujourd'hui parfois nous manquent, c'est-à-dire regarder au passé sans nostalgie. Et cela est difficile quand le changement devient une obsession. Il faut avoir la capacité d'aller vers l'avenir, ce qui est difficile quand on a peur de l'avenir. Et il faut aussi une curiosité envers la réalité. Et cela est difficile quand on veut ériger des murs et être des maîtres de notre pays. Donc regardez en arrière, en avant et autour de nous. C'est exactement ce qu'on voudrait faire aujourd'hui. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut toucher différents thèmes, mais nous sommes conscients, moi, Stefano et vous aussi ici présents, que nous avons un grand privilège, c'est-à-dire d'écouter deux leaders de deux pays, de deux continents, qui sont Romano Prodi et le président Obasanjo. Je vais vous présenter le président Prodi. J'ai participé à au moins une dizaine de rencontres avec Prodi. Et à chaque fois, on dit il faut introduire le président Prodi et il dit il n'a pas besoin d'introduction. Et après, ils ajoutent il a étudié à l'université catholique, il a fait le ministre. Je ne vais pas suivre ce modèle et je voudrais juste vous dire que pour nous tous, le président Prodi n'a pas besoin de présentation. Et je cède donc la parole à Stefano Manservisi pour qu'il introduise aussi une autre personnalité qui n'a pas besoin de présentation, comme le président Obasanjo. Merci Paolo. Merci pour cette participation impressionnante. En réalité, le président Obasanjo n'a pas besoin de présentation lui non plus en Afrique, mais comme nous sommes en Europe, peut-être pour souligner encore plus l'importance de sa présence et de sa contribution, je vais le présenter. Sa présence en tant qu'homme d'État, en tant que personnification de moments essentiels de l'histoire de l'Afrique. Je ne rappellerai que certains aspects. Le président Obasanjo, ce sont des aspects qui sont importants pour le débat que nous allons avoir ensuite. Donc le président Obasanjo a participé au coup d'État en 1975 au Nigeria et il s'est retrouvé chef d'État à la suite de ce coup d'État et c'est l'homme qui a rendu la démocratie au Nigeria.
qui a décidé de quitter le pays pour reconstruire, de quitter le pouvoir, pardon, pour reconstruire un pays démocratique avec une constitution, avec des contradictions bien entendu, mais c'est un point essentiel qui s'est répété à plusieurs reprises. Lorsque le président Obasanjo a emporté par 2 fois les élections démocratiquement et en étant confronté à ce que beaucoup de leaders africains affrontent, c'est-à-dire la question du 3e mandat, qui est formellement découragé par la charte même du continent africain, mais il s'est trouvé là aussi un parti qui voulait changer la constitution pour changer cela, et en tant qu'homme d'État, il est sorti de cela, il a quitté le pouvoir pour consolider un processus de démocratie qui se poursuit encore aujourd'hui au Nigeria. Donc il a renoncé, il ne s'est pas présenté. Le fait que le président Obasanjo a œuvré pour les droits de l'homme et pour les oppositions religieuses. Ce sont des éléments de non-cohésion sociale pour créer une classe politique. Dans les défis du monde global, le parcours des institutions de la démocratie et de la consolidation de l'État sont l'un des points dont nous discuterons. Deuxième aspect, l'importance de l'Africain, de l'homme d'État africain dans ce débat. En effet, l'Afrique, comme l'a dit Paolo au début, est un sujet, parfois non conscient, c'est un sujet. Et donc, il faut développer une subjectivité globale. Donc, il faut un leader global. Et en partant de la réalité qui est celle du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'habitants aujourd'hui, 400 millions d'habitants, et qui va en avoir à peu près un demi-milliard en 2050, donc plus que l'Union européenne réunie, si nous suivons les courbes démocratiques telles qu'elles se présentent aujourd'hui, et qui est en même temps la première puissance économique africaine, plus importante que l'Afrique du Sud, mais qui est un pays qui exporte du pétrole et de l'essence. Un pays qui figure parmi les premières puissances économiques mondiales et la 7e puissance émergente, et qui se trouve à la 152e place de l'indice de développement humain. Donc un pays énorme, très riche, où une voie s'est développée au nord, une voie terrible qui est celle de Boko Haram. Donc ce pays est en quelque sorte un miroir de l'Afrique, sujet de ce nouveau monde en construction. Et je crois que le double titre du président Obasanjo est un homme d'État africain qui a modifié et transformé le Nigeria, mais aussi un représentant du nouveau sujet africain dans ce monde en formation. Voilà une brève présentation du président, simplement pour expliquer pourquoi nous devons discuter ici ensemble. Je me permets d'ajouter une médaille supplémentaire qui fera très plaisir à ceux qui sont présents dans cette salle. Le président Obasanjo est arrivé ici à Rimini ce matin d'un vol de l'autre monde et il va repartir pour un autre engagement dans quelques heures. Donc il est ici pour la journée à Rimini. Il a subi un voyage énorme pour cela et c'est un élément supplémentaire de gratitude. Et il m'a avoué, si vous me le permettez, Monsieur le Président, que sa femme se plaint en disant que sa vie se passe dans les avions et qu'il ne va chez lui que pour faire les enregistrements et ses valises. Donc nous avons organisé cette rencontre, ce dialogue, autour d'une dizaine de thèmes sur le monde qui change. Et pour chacun de ces thèmes, il y aura les commentaires d'abord du président Prodi et ensuite du président Obasanjo.
Comme premier thème, nous partons de la démographie, parce que parmi tous les thèmes que nous avons choisis, c'est la science la plus exacte. Nous savons déjà aujourd'hui combien nous serons dans 20 ans, et nous savons aussi combien nous serons dans 30 ans. 2 diapositives. Le premier, c'est comment nous étions en 1950. Certains parmi nous dans la salle étaient déjà adultes à cette époque-là. Vous voyez les couleurs. L'Asie est en premier plan, 55% de la population mondiale. Ensuite, l'Europe, un quart, 22% en rouge, et l'Afrique en vert, le 9%. Le reste pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En 2050, l'Asie conserve la première place, mais regardez l'échange entre le rouge et le vert. L'Afrique occupe le quart de la population et devient le continent mondial, et l'Europe passe de 22% à 7%. Ça, ce sont les termes quantitatifs, mais les termes qualitatifs. Nous voyons qu'en 1950, la pyramide démographique était croissante. Beaucoup d'enfants et peu de personnes âgées. Observez la pyramide en 2050. Comme vous le voyez, pour beaucoup d'entre nous, elle a un peu grossi et elle devient plutôt un rectangle qu'une pyramide. Mais dans ce rectangle, il y a 2 dynamiques différentes. Celle de l'Afrique aura une population d'un âge moyen entre 16 et 25 ans. Certains pays ont la majorité de la population qui est mineure. Et donc, Monsieur Prodi, quelles sont les implications de cette transformation pour nous et pour le reste du monde? Je veux juste donner une chiffre. Dans l'Afrique subsaharienne, l'âge moyen est de 17-18 ans et en Italie, 47 ans, 46-47 ans. C'est 2 mondes différents. Il n'y a rien à faire. Tous les problèmes de la migration et d'avoir un dialogue différent de ce que l'on a aujourd'hui sont des problèmes de l'avenir. Même si la démographie changeait et si le rapport était différent, de toute façon, pour une génération entière, ce qui est fait. Cela implique que si l'on continue avec la répartition d'aujourd'hui, sans dialogue, ça sera un désastre parce que nous avons trop de grandes puissances qui se confrontent entre elles. L'Asie reste une grande puissance et l'Afrique arrive à 2,5 milliards de personnes et l'Europe moins que 500 millions de personnes. On va dire environ 500 millions avec le Royaume-Uni inclus. Il y a 2 solutions. Ça, il y a une prise de conscience de la part de tous. Sinon, il y aura un drame inévitable. Qu'est-ce que ça veut dire que avoir une prise de conscience? Comme on découvrira après, le développement en Afrique a été meilleur par rapport à la moyenne. Mais l'Afrique était à un niveau si bas qu'aujourd'hui, on va dire en 2017, l'Afrique a le même pourcentage de PIB que le monde avait en 1980. Et la population a augmenté, comme on l'a vu. Donc, on est vraiment à un tournant historique. Si nous voulons gagner cette situation, la seule solution peut être un accord entre l'Afrique et la Chine. Pourquoi? Plus tard, on le comprendra, mais la Chine a intervenu en Afrique. Elle a créé des relations d'amitié et d'ennemis. Et le même s'est produit en Europe. Si nous voulons avoir la force suffisante pour retrouver un équilibre dans ce qui se passe et pour avoir une politique crédible, il faut unir ses forces.
j'aime bien continuer ce dialogue avec une utopie. Ça peut être une provocation, mais ça aide à comprendre la situation, de comment se développera la situation. Disons que c'est très souvent ce que nous disons. Et du reste, si l'on voulait refonder le paradigme de la coopération, on dirait il faut investir, il faut créer du travail, voir que l'Afrique est un continent jeune et de plus en plus grand, de plus en plus mondial. Mais d'un point de vue africain, comment voyez-vous l'Europe dans cette transformation? Comment vous voyez-vous vous-même? Parce que nous parlons au fond de la transformation de votre continent. Donc que pensez-vous faire et de quelle manière la responsabilité qui est la vôtre peut se transformer en un pacte vers l'Europe ou vers d'autres continents? Quel est le discours de l'Afrique qui se regarde elle-même et qui regarde à travers cela l'Europe aussi? Merci. Je désire remercier mon ami Romano Prodi pour sa présence ici, à mes côtés, pour cette table ronde. Ce n'est pas la première fois que nous participons ensemble à une table ronde et nous collaborons. Et pour moi, lorsqu'il travaillait à l'Union européenne, j'étais moi-même président du Nigeria. Pour moi, c'est un véritable Européen. Donc faisons le point sur la démocratie. Il y a deux manières de concevoir la démocratie. La démographie peut être vécue comme une ressource, peut être vue comme une ressource, ou bien comme un poids, avec une sorte de passivité. Au cours des années, la démographie, c'est ce qui a contribué au développement des sociétés et des communautés. Et cela ne change pas. La différence entre la démographie comprise comme ressource ou comme poids est liée à la question de la compétence et au niveau d'instruction et de responsabilisation, d'innovation de la démocratie elle-même. Parce que de cette façon, on peut avoir une démographie, lorsque l'on a une démographie sans instruction, sans capacité professionnelle, sans occupation, sans travail et sans développement, alors la démographie devient un poids très dangereux même. Et comme je l'ai souvent affirmé en Afrique, si l'on ne se rend pas compte du fait que la démographie peut être un danger, donc un poids très dangereux ou bien une ressource, alors c'est comme si nous étions assis sur de la dynamite. Donc, que peut-on dire? Par le passé, la démographie n'a pas été statique. L'anthropologie, l'archéologie ont montré que l'existence humaine a commencé en Afrique. Elles sont nées en Afrique. Plus personne ne le met en discussion, plus personne n'affirme que c'est vrai. On parle de démographie, mais ce sont les migrations qui ont contribué au développement du monde. En se déplaçant de l'Afrique vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, vers l'Asie et plus tard vers les Amériques. Et c'est un aspect dont il faut toujours tenir compte. L'humanité reste humanité
Qu'est-ce que je vois pour l'Europe et pour l'Afrique? Les leaders africains et les Africains en général doivent prendre leurs propres responsabilités très sérieusement dans la gestion des questions démographiques. Ils ne peuvent pas ignorer ces responsabilités et ne pas être attentifs à l'ajustement des questions démographiques. En Europe, la démographie est en baisse, tandis qu'en Afrique, la population augmente. Donc, comme l'a affirmé le président Prodi, nous devrions être en mesure de nous réunir. Alors, quels sont les aspects que l'Europe demandera à l'Afrique dans la gestion de la démographie africaine, aussi bien à l'avantage de l'Afrique que de l'Europe, et en général, à l'avantage du monde entier? Et qu'est-ce que cela demandera, qu'est-ce que l'Afrique demandera à l'Europe dans la gestion de la démographie? Pour que la démographie africaine et européenne puisse être complémentaire et non pas s'opposer de façon antagoniste. C'est un aspect qu'il nous faut affronter. Lorsque nous, en Afrique, vous, en Europe, parlons de démographie, la démographie ne devrait plus être considérée comme un poids, parce que si elle est bien gérée, si nous travaillons ensemble, la démographie devrait constituer un avantage, une ressource pour l'Europe et pour l'Afrique et pour le monde tout entier. Un secondo. Passiamo a un secondo tema. Passons maintenant à un deuxième thème du monde qui change, c'est celui des conflits. Les conflits sont un autre brouhaha, un autre bruit de fond qui accompagne notre époque. La possibilité de revenir à des conflits en large échelle. L'Économiste, qui n'est certes pas la Bible, mais a consacré un numéro sur ce thème. Et le pape, comme vous en souvenez tous certainement, a parlé il y a quelques mois de la Troisième Guerre mondiale fragmentée. Donc, essayons de faire le même exercice, de regarder il y a 30 ans, 40 ans, et de voir quelle est la situation effective actuelle sur la question du climat. Ici, il y a une surprise, parce que lorsque l'on parle de conflits croissants, actuellement, dans l'histoire de l'humanité depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons le niveau le plus bas des conflits entre États dans le monde. Mais cela ne donne pas une vision globale de la question, parce que à ces conflits traditionnels, les conflits entre États où l'État A affronte l'État B, il y a aussi les conflits internes aux États, les conflits civils ou les conflits d'autres types. Pensez par exemple au conflit en Syrie qui se joue à l'intérieur de la Syrie, mais il y a des puissances étrangères qui sont fortement impliquées. Donc si l'on considère ces conflits, le tableau change. Ce sont les couleurs orange et jaune de cette image. Si l'on voit ce diagramme, on voit qu'on a un nombre élevé de conflits. Les dernières années de l'engagement en tant que secrétaire général à l'ONU, une personne que l'on se rappelle aujourd'hui avec beaucoup d'affection, Kofi Annan, a consacré les dernières années de son mandat à ces conflits. On le voit ici avec un autre grand personnage de l'Afrique. Après l'amère expérience du Rwanda et de la Bosnie, à l'époque où il était directeur du département pour le maintien de la paix, il a travaillé pour la responsabilité de protéger les États. Je repars du président Prodi. Dans quelle mesure sommes-nous dans une situation de risque? Et quels instruments avons-nous, j'en ai cité un qu'on ne peut plus utiliser actuellement, pour les affronter? Les graphiques que nous avons vus sont très clairs. Nous n'avons pas eu
de guerre mondiale et nous n'avons pas de grande guerre. Mais je répète ce qu'a dit le pape, nous avons une guerre mondiale fragmentée. Donc de très nombreuses guerres partout. Et essentiellement des guerres internes. Mais attention, ces guerres font des millions de victimes. Ce ne sont pas de petites guerres. Première réflexion. Probabilité d'une guerre mondiale? Je pense qu'il y en a peu. Je suis optimiste dans ce domaine, même s'il y a de nombreuses analyses qui parlent de l'effet Péloponnèse, c'est-à-dire la puissance Sparte face à Athènes qui grandit. Combien de fois y a-t-il eu cette situation? Ce n'est pas mon métier, mais les historiens disent que si on regarde l'histoire, les situations telles que celles que nous traversons ont, dans 10 cas sur 12, abouti à une guerre. Le monde est beaucoup entremêlé, les différentes puissances sont mélangées entre la Chine, les USA. Donc je pense que sous ce premier aspect, je suis relativement optimiste. En revanche, il y a une autre dimension qui m'inquiète et que tu as évoquée lorsque tu as parlé de la Libye. Dans mon expérience, dans le dialogue avec les puissances subsahariennes, je me suis aperçue que l'ONU est absent. Malgré Kofi Annan et tout ce qu'il a pu faire, l'ONU intervient quand il y a quelque chose qui n'intéresse pas les 5 grandes puissances. Si cela intéresse les 5 grandes puissances, l'ONU s'arrête. Et cela, c'est toujours plus le cas. Donc nous vivons dans un monde fractionné, coupé en deux, d'un point de vue de ce qui devrait être la politique solidaire. Les grands conflits sont dans les mains des 5 grandes puissances, même si actuellement ce ne sont plus les 5 grandes puissances, mais ils ont le droit de veto. Et la politique quotidienne voit l'ONU toujours plus absente et toujours plus en difficulté et toujours plus impliquée, bien sûr dans des choses extrêmement importantes, les réfugiés, l'assistance, la protection des plus faibles, etc., mais plus dans l'espace politique fort qui porte le monde. Attention, cette division en deux ne peut pas durer très longtemps. Donc je répète, je n'ai pas peur, même si c'est bien sûr une préoccupation, de la guerre mondiale comme affrontement violent entre deux puissances, parce que je crois que malgré tout, les États-Unis, la Chine ont finalement des compatibilités entre elles. Mais je suis très inquiet pour ces guerres mondiales fragmentées auxquelles je vois de moins en moins de solutions de la part de la communauté internationale. Et une absence encore plus remarquable de la part de l'Europe. Nous prenons de plus en plus la responsabilité de mettre une sorte de compresse, d'apporter une solution verbale, mais jamais de prendre une initiative pour aller aider des zones, même les plus proches de nous, Pensez au conflit syrien chez les grandes puissances, pensez au conflit libyen, qui voit non pas l'Europe, mais un seul pays européen qui prend l'initiative. Donc, sous cet aspect, nous sommes en train de faire de grands pas en arrière. À propos de la dynamique entre l'intervention de l'ONU, de leur capacité et volonté politique, le président Prodi se rappelle que quand il était président de la Commission européenne, on a inventé ensemble, si je peux le dire, un mécanisme pour aider les Africains à faire la paix en Afrique. C'était une initiative très petite, bien entendu, parce que les ressources étaient limitées, même si 12 ans après, on a déjà dépensé
1,5 milliard pour aider le maintien de la paix en Afrique. Je trouve que la meilleure solution peut être trouvée par ceux qui sont dans le problème, donc pas les Africains eux-mêmes, soit la meilleure solution. Le président Obasanjo, en tant que fondateur de la Ligue africaine, comme opinionniste et comme membre du groupe qui était présidé par Kofi Annan, c'est-à-dire le African Panel, et cette responsabilité partagée entre l'Afrique et le monde, est-ce que vous pensez que cela c'est la solution à travers laquelle l'Afrique, encore plus que les Européens, encore plus que l'Europe, peut entreprendre pour pour sauver le destin des pays du Sahel qui sont menacés par Daesh, ou de même le Nigeria qui est menacé par Boko Haram? Ce sont tous des éléments internes. Pensons aussi à la fragilité de l'Afrique de l'Est qui peut être menacée par ce qui se produit dans la péninsule arabe, qui peuvent se rassembler dans un mouvement qui arrive jusqu'au Moyen-Orient. Est-ce que l'Afrique a des instruments et la détermination pour pouvoir combler cet écart entre un monde qui est prisonnier et menacé par les intérêts de peu et l'Afrique où il y a des tensions internes qui provoquent de l'instabilité et des drames humains? Merci. Je voudrais distinguer une guerre mondiale et le prolongement de conflits, soit-il grand, petit, entre États, à l'intérieur des États. À mon avis, l'une des éléments qui nous a aidés à prévenir une troisième guerre mondiale après la Deuxième Guerre mondiale est le déterrent représenté par le veto aux armes nucléaires. En effet, toutes les grandes puissances toutes les grandes guerres pourraient se produire entre des grandes puissances et elles utiliseraient des armes nucléaires. Et avec des armes nucléaires, une guerre serait impossible. Je pense que c'est clair pour tout le monde, mais malgré cela est clair pour tout le monde, des conflits, des guerres plus réduits continuent d'exister. Par exemple, il y a des guerres entre des différentes régions. Et en Afrique, nous avons été les victimes principales de ce type de conflit. Nous avons mentionné la situation en Libye. L'Afrique avait un projet pour trouver une solution dans cette région. Mais quand les leaders africains ont essayé de la mettre en place, quelqu'un a décidé de les dominer, de choisir à leur place l'Amérique et l'Europe. Ils ont été dépassés. Dans une situation où les ressources de l'Afrique sont limitées, les Africains pourraient être à même de gérer leurs ressources s'ils pouvaient avoir accès à toutes leurs ressources, par exemple. En Sierra Leone, la situation a eu des résultats positifs, le même en Libéria. On a réussi à trouver une solution tout seul, sur la base d'un principe de subsidiarité.
Selon ce principe, on devrait être laissé gérer les situations que l'on peut gérer. Et si l'on a besoin de ressources, on devrait recevoir les ressources supplémentaires pour arriver à gérer tout seul ce que nous pouvons gérer. Mais nous n'avons jamais eu un grand pouvoir de ce point de vue. On n'a jamais eu la possibilité d'intervenir. On n'a pas eu la possibilité d'agir et de faire ce que l'on retenait nécessaire pour nous. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, en 1960, j'ai été envoyée dans cet État en tant que fonctionnaire. Et les problèmes que ces pays avaient à cette époque est le même qu'il a aujourd'hui. C'est un problème qui va continuer à exister tant que nous ne permettons aux citoyens de cet État, à nos frères et sœurs africains, de résoudre de façon autonome leurs problèmes. L'une des raisons pour lesquelles ce pays n'a pas encore trouvé une solution, c'est que les ressources de la République démocratique du Congo, qui a le plus grand nombre de ressources dans tous les continents africains, il faut faire en sorte que le principe de subsidiarité puisse fonctionner dans la résolution des conflits en Afrique et de laisser que ce principe fonctionne tout comme dans une autre région du monde. Si ce principe fonctionne, le nombre de conflits internes à l'Afrique va se réduire. Les Nations Unies qui ont été une source de pieuvres avec des tentacules qui voulaient gérer toutes les situations de peacekeeping, de maintien de la paix, ont contrôlé des communautés régionales en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Mais, au contraire, il faudrait laisser que ces régions soient plus autonomes. Il n'y a pas eu un seul moment où on a vraiment réussi à avoir la paix. C'était presque la paix. Le monde s'est créé grâce à Adam et Ève. Déjà à l'époque, il y avait des conflits autour d'un fruit. Un conflit qui, après, a déclenché la malédiction, une malédiction mondiale. Donc, je ne crois pas qu'il y aura la paix absolue, peut-être une paix relative si l'on fait ce qu'on devrait faire. Ce que je demande est le suivant. Je demande que les Nations Unies appliquent réellement le principe de subsidiarité. Dans ce tableau sur les conflits, on grandit malgré tout. On grandit sur le plan économique parce que même si nous léchons encore nos plaies suite à la grande récession de ce siècle, la croissance moyenne du monde n'est absolument pas mauvaise. Regardons ce graphique qui est un petit peu reculé dans le temps. La ligne rouge est la moyenne dans les 50 dernières années de la croissance. Et vous voyez qu'en 2018, on est très proche de cette moyenne. Et dans les 60 dernières années, il y a eu au moins 25 ans où nous étions dans une situation de croissance bien pire que la situation actuelle. Mais il y a plusieurs mais.
La croissance moyenne est faite de pays qui, pendant 15 ans, ont grandi de 15%, dont certains se trouvent en Afrique, et des pays qui, dans les 15 dernières années, ont reculé par rapport à leur produit intérieur brut. Deuxième aspect, c'est que cette croissance que nous vivons dans les 50 dernières années bénéficie de conditions exceptionnelles si l'on regarde en arrière dans le temps. Un taux d'intérêt extrêmement faible, et il est peu probable que cela dure, et des tarifs extrêmement bas. Actuellement, nous traversons la phase de notre histoire qui a les tarifs les plus bas. Et même là où cette croissance a grandi, cette croissance a révélé des inégalités très fortes. Tout ce que vous voyez sur cette diapositive en bleu et bleu clair montre que les inégalités ont augmenté. Là où les pays blancs sont les pays où il n'y a pas de données, de chiffres. Donc, en pratique, pratiquement le monde entier, à part quelques exceptions, ont vu augmenter les inégalités. Que faut-il attendre de ce scénario économique? Est-ce que je peux consacrer 30 secondes à revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par le président Obasanjo, seulement pour dire ce que nous avons face à nous? Vous avez parlé des tensions en République démocratique du Congo. Il y a actuellement des élections qui sont extrêmement compliquées. Pensons un peu. Le monde veut se transformer et doit se transformer vers la voiture électrique et les batteries. 60% des matières rares que l'on peut utiliser pour une batterie électrique se trouvent dans un seul pays, la RDC. Donc, face à cette sorte de poudrière qui peut éclater d'un instant à l'autre, je ne vois rien. Il n'y a pas l'ombre d'une personne qui comprend ce que pourrait provoquer un conflit là-bas, parce que le changement du monde passe à travers les matières précieuses de la République démocratique du Congo, à moins qu'adviennent des changements technologiques. Mais à l'heure actuelle, c'est la situation. Donc, regardez un peu l'importance d'avoir un arbitre pour ces conflits internes, parce que là, tout peut exploser. Pardonnez-moi, mais cela me semblait important de souligner cet aspect des choses. Deuxième point, c'est très vrai. D'un côté, il y a quelque chose d'évident, c'est que les pays en voie de développement grandissent globalement davantage que les pays développement. Et cela, c'est normal, parce que si vous avez 25 000 $, vous avez besoin de moins de croissance que quelqu'un. Ce qui est incroyable, c'est la question des inégalités. Des pays communistes, des pays capitalistes, à l'exception de quelques pays, la France pendant quelques années, le Brésil pendant 5-6 ans, sinon partout les inégalités augmentent. Et je le répète, dans une diversité totale des systèmes, parce qu'en Chine, il y a des inégalités impressionnantes et qui grandissent, vous comprenez? Alors pourquoi? Pourquoi? C'est une question très intéressante. Pour nos pays, les raisons sont assez simples. La financiarisation de l'économie, où toute la valeur ajoutée est passée à la finance. Et là, il y a encore autre chose qui change. Parce que les nouveaux intermédiaires, c'est-à-dire les grands acteurs du monde nouveau, il y a 20 ans, quand on demandait quels étaient les plus grands pays du monde, les plus grandes puissances du monde, on parlait de General Motors, etc. Ils ont disparu. Actuellement, les intermédiaires, les véritables riches du monde sont les intermédiaires. Comme Amazon, Google, etc., Alibaba. Et ils apportent des inégalités impressionnantes. Pas seulement parce que, comme on le dit, ils placent tous leurs gains là où les impôts sont les moins élevés, mais surtout parce qu'ils conquièrent
une part toujours plus grande du revenu. Si vous réservez un hôtel sur Booking, par exemple, ils prennent 20-25% de la somme que vous dépensez. Et cela se fait pour tout ce que vous achetez. Alors, à qui est-ce qu'ils enlèvent ce reste? Aux serveurs? Aux propriétaires des hôtels? Donc, tout ce passage technologique augmente les différences, les inégalités. Donc, je discutais avec un ami qui en sait plus que moi sur ce sujet, et à la fin de la discussion, je lui ai dit, mais alors le nouveau marxisme serait la devise intermédiaire de tout le monde, unissez-vous. Parce que si nous nous abonnons à nos journaux à travers Apple, sur 79 € d'abonnement, le 30% passe par l'intermédiaire, revient à l'intermédiaire. Donc nous vivons dans ce monde-là. Alors, évidemment, les inégalités augmentent. Ensuite, on parle de fondations, de charité, etc. Deuxième aspect. Après les révolutions de Reagan et Thatcher, le problème de la politique mondiale a été de dire les impôts sont toujours mauvais. Et tous ceux qui parlent d'impôts perdent les élections. Ça, je peux vous le témoigner, je l'ai vu de près. Je peux vous dire ce qui se passe dans ces cas-là, j'en suis un bon témoin. C'est une tendance impressionnante. Dans l'immédiat après-guerre, le taux d'imposition moyen aux États-Unis dépassait 70%. On est actuellement à moins de 30%. Et l'électorat, lorsque l'on parle d'impôts, réagit de cette manière. Donc cela augmente encore les inégalités. Alors, le troisième aspect, c'est la technologie, mais je viens de vous en parler. Donc attention, si nous n'avons pas une nouvelle sensibilité politique sur ces sujets, la différence ne pourra que s'aggraver parce que, en ce moment, les forces de la démocratie libérale d'une part et du communisme et des pays à gestion centralisée d'autre part vont dans la même direction. Et là, il n'y a pas encore de sensibilité pour comprendre qu'à un moment donné, cela va exploser. Dans notre pays aussi, le débat sur l'inégalité n'a jamais pris une forme concrète qui va jusqu'aux décisions concrètes et à des mesures précises. Donc je considère que ce discours ne peut pas aller de l'avant longtemps parce qu'il est en train de briser la solidarité des nouveaux pays en développement. Donc ce n'est pas seulement un phénomène de l'Occident, mais c'est un phénomène très présent également en Afrique. Et dans beaucoup d'aspects de la démocratie africaine, ceux qui emportent les élections pensent être les patrons physiques du pays et d'être propriétaires du pays. Donc, ils peuvent très bien mettre en œuvre une politique appropriée sans que cela qui aggrave les inégalités sans rencontrer d'opposition. Donc s'il n'y a pas de sensibilité à ce discours, cela ne peut que continuer malheureusement. Presidente, per portare questo discorso in Africa. Monsieur le Président, pour refaire ce discours en Afrique, on devrait dire que l'Afrique n'a jamais cessé de grandir et d'avoir une croissance économique, même pendant la crise. Il s'agit d'une croissance fragile, mais parce qu'elle est liée aux ressources, aux matières premières, moins qu'autrefois, mais quand même. Les prix aujourd'hui sont à un niveau moyen et l'Afrique a une croissance économique de 4-5%. Dans certains secteurs, comme celui des télécommunications, la croissance est encore plus élevée. La société africaine
les jeunes sont toujours très attentifs à la technologie mobile, par exemple dans l'utilisation des technologies mobiles bancaires. Et l'usage des téléphones mobiles en Afrique est normalement plus élevé qu'en Europe et en Amérique. Donc, l'Afrique utilise les technologies. Il ne s'agit pas d'un village perdu dans le désert. Mais si l'on regarde au revenu moyen brut et si l'on regarde au phénomène des inégalités, on voit des pays qui pourraient avoir le même revenu par tête que Singapour si c'est appliqué aux 3% de la population qui le possède. Les pays de l'Équateur, comme l'Angola, le reste de la population n'est pas pauvre. Elle est plus que pauvre. Donc, Monsieur le Président, comment l'Afrique, qui croît et où le revenu moyen est produit par la fiscalité entre 5-10% et où la concentration de la richesse et donc des inégalités qui sont aussi des facteurs de conflit est tellement élevé que ça devient le fardeau du continent entier. Comment nous pouvons briser ce cercle vicieux d'un continent riche qui enrichit les élites et qui marginalise de plus en plus les pauvres qui sont destinés à rester pauvres pour toujours. Merci beaucoup. Je voudrais souligner 3 domaines, 3 scénarios des inégalités. Tout d'abord, les inégalités entre les personnes, les inégalités entre pays à l'intérieur de la même région et les inégalités entre les régions dans le monde. Je parle tout d'abord de l'inégalité en Afrique à l'intérieur des pays. En Afrique, on a observé que alors que le PIB augmente de 7%, 5%, etc., malgré cette augmentation, ce qui permet que les Africains aient une vie meilleure ne réside pas dans le PIB parce que les personnes n'ont pas d'électricité, les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas d'eau courante à la maison. Quand on parle de croissance économique dans un pays africain, quand on parle du PIB en Afrique qui augmente de 7%, on n'a pas en fait le courage d'aller dans les villages de ce même pays et de dire à les personnes qui vivent, aux habitants, de dire le PIB a augmenté de 7%, donc ton style de vie a augmenté de 7%. Ils vont te répondre que tu es fou parce qu'ils ne voient pas les effets, ils ne ressentent pas les répercussions, les retombées de cette augmentation. Donc, il faut tout d'abord trouver de nouveaux indicateurs pour décider quel est le véritable taux de croissance et quelle est l'évolution d'un pays. Il ne faut pas se limiter à observer le PIB. Il doit y avoir des indicateurs, des paramètres qui devraient indiquer la croissance du bien-être des personnes. Par exemple, le taux de mortalité des enfants, l'espérance de vie, le niveau d'éducation, le taux de chômage, les rares pays qui ont pu connaître une croissance économique ont aggravé l'écart entre pays riches et pauvres. Le gouvernement a la responsabilité de trouver un équilibre dans la situation
à travers les économies de marché, le capitalisme, parce que tout seul, ils ne vont pas faire tout seuls ces changements. Ils ne vont pas éliminer les inégalités. Au contraire, ils vont les aggraver. C'est les politiques du gouvernement qui devraient s'occuper de cela. Passons maintenant aux inégalités entre pays. De ce point de vue, je voudrais dire que si le gouvernement d'un pays, par exemple de la RDC, ont accès à une ressource très importante, très rare, qui est très demandée et qui est important pour développer une technologie, une innovation. Alors, non seulement ce minéral est important pour le monde, mais le bien-être des habitants de ce pays doit être important dans le contexte du développement mondial. Et pourquoi je dis cela? Parce que si on continue d'exploiter ce pays et ses ressources, il y aura un jour où des conflits internes vont exploser et on n'aura jamais accès à cette ressource. Donc, il faut avoir une approche holistique, globale. En Afrique, il ne faut pas d'avoir une oasis dans le milieu du désert parce que tous les pays doivent essayer de se développer ensemble. Parce que s'il y a un pays qui est suffisamment développé, mais il y a la nôtre qui n'est pas du tout développée, il y aura le problème de la migration d'un pays à l'autre. Et cela est déjà le cas actuellement. Et donc, la xénophobie, c'est pour cela qu'il y a des problèmes de xénophobie en Afrique. Les jeunes de l'Afrique du Sud croient que les personnes qui viennent de Tanzanie, d'Angola ou de Mozambique ils croient que toutes les personnes qui viennent dans leur pays n'ont pas le droit d'y venir. Je passe maintenant aux inégalités régionales, parce que c'est un autre aspect que l'on doit gérer. Si nous voulons vivre dans un monde juste, équitable, où nous tous, nous avons la sensation d'appartenir à ce monde, alors les ressources de ce monde doivent être partagées en faveur de tous les habitants du monde. Donc il faut réduire l'écart au niveau d'inégalité régionale. Et je crois que cela peut être fait et doit être fait. Si l'on n'arrive pas à le faire, on va seulement repousser ce problème et cela réapparaîtra dans l'avenir. C'est un thème qui a déjà été évoqué, mais parmi les forces qui font bouger le monde, il y a également l'immigration. Et les migrations sont le thème politique du moment. De la Suède à l'Italie, de l'Europe à l'Amérique, au Mexique, l'actuel président du Mexique va devoir affronter le problème du bloc américain qui bloque les habitants de l'Amérique centrale qui voudraient aller aux États-Unis, jusqu'à arriver au problème de l'Australie que nous évoquons ces jours-ci comme un modèle et où, dans les 10 dernières années, 4 ministres ont été défenestrés non seulement à cause du problème en particulier à cause du problème des migrations. Mais si l'on regarde en arrière,
et l'on regarde le pourcentage de la population qui émigre, on ne connaît pas une urgence migratoire incroyable. En 1960, les migrants économiques de tous les pays du monde étaient de 2,4% de la population. Aujourd'hui, nous sommes à 3%. Est-ce que cette différence suffit pour détruire la cohabitation européenne, mettre en crise les gouvernements du monde? Mais là encore, il y a des mais. Si on regarde ce pourcentage en chiffres, c'est déjà différent. On avait 72 millions en 1960, on en a 243 aujourd'hui. Mais ce qui nous fait sans doute sentir cette crise de manière plus sérieuse, c'est que le lieu, les destinations de ces migrants ont changé. Regardez ces images et regardez les couleurs jaunes. Je me contente des zones proches de nous, l'Afrique et l'Europe. Le gros flux de migration, le grand jaune, vous le voyez surtout en Afrique, c'est-à-dire d'un pays africain à l'autre, et en Europe. C'était les migrations de l'Est de l'Europe qui arrivaient, après la chute du mur, progressivement en Europe de l'Ouest. Observez la même image actuelle. Les flux migratoires toujours en jaune. On voit que l'Afrique est encore plus qu'avant le lieu de l'immigration. Mais la nouveauté qui nous fait percevoir la grande crise des migrants, c'est que le jaune a monté, qu'il est arrivé en haut, qu'il y a deux lignes. Une partie qui vient de l'Afrique, certes, mais le grand flux de la Syrie, le flux jaune énorme qui arrive de la Syrie à travers la Turquie et les Balkans, et le flux qui va vers la Russie, qui est le flux de l'Ukraine, les Russes ukrainiens qui rentrent en Russie. Comment, Monsieur le Président Prodi, commenter ces images et ces flux? C'est encore plus difficile de parler de l'immigration que du reste de façon si brève, je m'en rends compte. Non. Ces chiffres, déjà, sont très parlants. L'immigration a toujours été très importante dans le monde. Lorsqu'on parle des grandes migrations, on parle de la migration biblique. Parce que dans la Bible, tout est migration. Mais la grande différence entre 2003 et 2015, à l'intérieur de l'Afrique, il n'y a pas de véritable différence parce que là encore, ce sont des migrations non contrôlées, non guidées. La grande différence est que les migrations actuelles se font sous le contrôle de gouvernements. Non, elles ne sont pas guidées, donc cela crée la peur. Elles échappent au contrôle des nations. Donc, si l'on voyait ce même tableau en 2017, on ne verrait plus la bande qui de la Syrie va vers l'Europe, parce que avec un accord qui est tout à fait discutable de l'Union européenne, elle a été en quelque sorte endiguée et arrêtée. Donc le problème de l'émigration a changé parce que est venue se greffer la question de la sécurité du citoyen. L'immigration est encore nécessaire. Tous les chiffres nous disent tous les chiffres qui disent que l'immigration ferait concurrence à l'emploi en Italie sont totalement faux, parce que si on n'avait pas de Marocains, on n'aurait même plus notre fromage grana ou des villes propres. Si nous n'avions pas les Romains, nous n'aurions plus des maçons. Donc le problème est que est venue s'ajouter une immigration qui n'est pas contrôlée politiquement. Le flux de l'Afrique, cette poussée est là depuis plusieurs années. Et je répète souvent que lorsque j'étais président du Conseil européen, cette poussée de la Libye était très présente. Kadhafi lui-même l'instrumentalisait et menaçait souvent d'envoyer des bateaux de migrants. Mais il y avait un ordre international qui faisait que cela était géré et cela ne s'exprimait pas sous forme d'angoisse de la part de la population.
Aujourd'hui, cet aspect a changé. Donc le problème de l'immigration dans le futur est de la gérer, de la réguler. Parce que, étant donné les différences démographiques que nous avons évoquées, comment penser qu'il n'y ait pas d'immigration? L'Europe va perdre 30 millions d'habitants avant d'arriver à la moitié du siècle. Ce n'est pas très loin. Le taux de natalité en Allemagne dans les 2 dernières années a légèrement progressé. Mais jusqu'il y a 2 ans, en Allemagne, en Pologne, en Italie, en Espagne, pour dire certains des grands pays européens, le taux de natalité était tel qu'il rendait indispensable le phénomène de l'émigration. La France seule a un certain équilibre démographique parmi les pays européens continentaux. La France n'a pas un équilibre parfait, mais elle s'en approche beaucoup. Les autres pays ont des niveaux de développement démographique qui font peur. En plus, la population internationale augmente. Donc, si l'on transfère ce discours sur un discours politique de réglementation de l'immigration, c'est absolument nécessaire parce que autrement, le citoyen perçoit un message d'insécurité. Et dans ce cas-là, l'immigration est condamnée. Et dans notre débat international, c'est très intéressant parce que on met en relief les conflits qui existent souvent dans la distribution des maisons, dans le bien-être. Mais dans beaucoup de cas, le pourcentage de ces migrants qui travaillent est largement plus élevé que le pourcentage des Italiens qui travaillent. Et donc, on met en évidence uniquement l'aspect négatif. Mais cela vient du fait que l'on a peur. Il n'y a pas de gestion politique. C'est là que le discours européen deviendrait important. Parce qu'on ajoute au manque de gestion politique le fait des pays individuels qui se sentent abandonnés. Donc c'est un double problème. Un discours qui, disons pour nous, apportait la paix en Libye. La Libye est devenue un commerce dramatique de chair humaine, avec toutes les conséquences que l'on sait. Donc si on ne résout pas cela, cela va devenir très problématique. On observe maintenant des phénomènes similaires en Espagne et de la zone Algérie-Maroc, toute cette partie de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, pardonnez-moi. Mais cela devient un problème général et nous pouvons l'affronter de manière décente uniquement si l'on rétablit les relations entre pays. Dernier point, l'important est de les rétablir également en encourageant le développement africain. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait un grand plan qui implique l'Europe et la Chine. Parce que vous vous souvenez que les migrations se régulent et deviennent alors moins dramatiques lorsqu'il y a un espoir dans un pays. Pas quand un pays devient riche, mais quand il commence à espérer. L'immigration italienne des pauvres gens, ne parlons pas de celle d'aujourd'hui, qui malheureusement est une immigration d'élite, mais l'immigration des pauvres gens a cessé non pas quand l'Italie s'est développée entièrement, mais quand elle a commencé à espérer. Le sud de l'Italie était encore pauvre quand on a cessé d'émigrer vers l'Allemagne. Mais il y avait une perspective de développement. Donc il faut agir dans les deux sens. D'une part d'un côté politique, et d'autre part avec des investissements dans les industries et le développement, surtout en Afrique. Monsieur le Président, je voudrais vous demander un commentaire très direct d'un point de vue africain du chiffre de 240 millions de migrants qui aujourd'hui représentent
un quart des migrants du monde qui sont tous africains, à l'intérieur de l'Afrique au moins. Si nous pensons que des pays comme l'Ouganda accueillent des migrants, des réfugiés du Soudan du Sud en raison de plus d'1 million qui font des allers-retours, vous pensez à des pays comme l'Éthiopie qui accueillent des communautés de réfugiés et des migrants de plus de 800 000 personnes. Donc pensons à ces grands pays et communautés. En tant que leader africain, comment vous percevez ce débat sur la migration en Europe qui risque même pour certains, de faire exploser et de détruire l'Union européenne? Comment voyez-vous cela face à la grande amplitude de la migration en Afrique? Comment vous voyez notre débat, le débat européen? Merci beaucoup. Je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit avant. Le développement mondial, la diffusion de la population se sont toujours basés sur l'immigration. Cela ne va pas changer. Et je voudrais aussi ajouter que le principal coupable des migrations de l'Afrique vers d'autres parties du monde et à l'intérieur de l'Afrique et de l'Afrique vers l'Union européenne. Par exemple, les migrations, les flux migratoires à travers le Sahara, en réalité affaire à les responsabilités des leaders africains qui doivent assumer leurs responsabilités. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ne cessent pas d'indiquer le colonialisme en tant que pire mal pour l'Afrique. Le colonialisme a contribué au sous-développement de l'Afrique. Mais cela s'est produit il y a 60 ans, donc 60 ans après, 60 ans après 60 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons fait, ou mieux, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Je crois que ces deux questions devraient trouver une réponse. Et je reviens maintenant aux 3 catégories de migrants. Des migrants qui quittent leur pays en raison des conflits pour sauver leur vie. Il y a des conflits en Asie, en Afrique. Il y a besoin de compassion humaine qui rend nécessaire de s'occuper des personnes qui quittent leur pays en raison de conflits. Deuxièmement, il y a des migrants qui cherchent de nouvelles perspectives économiques, qui cherchent de nouveaux pâturages verts, des prairies économiques favorables. Ils ne fuient pas à cause des conflits, mais à cause des mauvaises conditions économiques dans leur pays d'origine. Dans ces cas, les leaders des pays d'origine ont la responsabilité parce qu'ils sont les responsables des conditions économiques négatives. Ensuite, il y a les migrants qui veulent se rendre dans d'autres pays. Il s'agit de citoyens du monde qui ont des compétences et une éducation très élevée. Et normalement, il s'agit de migrants qui ne rencontrent pas des difficultés. Et c'est ce que l'on appelle des migrants contrôlés. Il ne faut pas seulement observer les flux migratoires contrôlés, mais aussi à la migration non contrôlée. Les démocraties et leurs leaders cherchent normalement des excuses pour gagner les prochaines élections. Et le bouc émissaire est
très souvent représentés par les migrants. Normalement, le leader essaye de démontrer que s'il va gagner les élections, il va faire quelque chose pour résoudre le problème migratoire. Passons maintenant à l'Europe. Les fondations les fondements de l'Europe sont les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, pardon. Et on ne peut pas les mettre de côté et le sacrifier sur l'autel d'une victoire aux élections. Ce n'est pas seulement dangereux, mais c'est vraiment un péché. C'est dommage, mais c'est un péché. Je crois en les démocraties libérales que nous avons appris de vous en tant qu'exemple. La base de ces démocraties réside dans le fait d'aimer notre proche comme nous-mêmes. Vous vous rappelez peut-être la parabole du bon samaritain. Aimez votre proche, n'importe d'où il vient. Si l'on devait opérer un choix, par exemple, accepter seulement ceux qui sont riches et accepter seulement ceux qui sont riches et renvoyer les pauvres d'où ils viennent, je ne crois pas que cela est une façon. Cela n'est pas une manière, une attitude adéquate pour un bon chrétien. Parce que Jésus-Christ a aimé son proche comme il a aimé nous-mêmes. Il n'a pas affirmé « aime ton proche et aime toi-même ». Il n'a pas affirmé « aime toi-même » au début et après « aime ton frère, ton prochain ». Si nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas trouver une solution. Si nous aimons nous-mêmes en premier, en réalité, nous mettons Dieu à la fin. Dieu n'est plus une priorité et on n'est pas des bons chrétiens. J'insiste sur ce point parce que je trouve que c'est un aspect que l'on doit respecter. Nous devons conserver les valeurs chrétiennes et si nous les mettons de côté, si nous les jetons, les démocraties n'existeront jamais plus. L'amour n'existera plus, tout comme la gentillesse, l'accueil, etc. Il s'agit d'aspects que, en tant que chrétiens, nous devons incarner. Et je le dis parce que dans mon pays, la population est à moitié chrétienne et le reste musulman. Et nos frères musulmans partagent ces valeurs, ces enseignements qui s'inspirent du Coran. C'est ce que le Coran aussi affirme quand on parle de comment traiter notre prochain, nos frères, et de comment être gentil et compatissant. Donc, je veux affirmer que quand on est gentil et que quand on transmet les valeurs de notre religion dans nos vies quotidiennes, nous sommes des chrétiens. Autrement, nous ne honorons pas les engagements de notre religion, soit-elle chrétienne ou musulmane. Continuons à regarder en arrière. Et cette fois, nous allons remonter à plus de 2000 ans, lorsque toutes les routes menaient à Rome, et c'était le symbole de l'Empire romain. Dans quelques années, toutes les routes, j'exagère un petit peu, mais pas beaucoup, mèneront à Pékin.
le grand projet de la Chine, le Melting Road, arrivera à terme. Toutes les routes mèneront à Pékin. Ces images sont le symbole d'un film très répandu en Italie. Ça va être difficile pour les traducteurs. Bienvenue au Sud s'appelle ce film italien. C'est une copie du film français Bienvenue au Nord, chez les Ch'tis. Et le Sud aura de plus en plus un poids économique, mais aussi un poids politique. Le Sud et l'Est. Si l'on considère ce qui était le symbole de la puissance économique du Nord-Ouest, c'est le G7. G7, c'est le club des grandes puissances. À part le Japon, elles sont toutes dans le Nord-Ouest du monde. Et tout le monde sait qu'au cours de la crise économique de 2007 et 2008, ces puissances ont dû céder la place au G20. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de répartition entre Nord-Ouest et Sud-Est. Et si nous faisions un exercice et que nous essayions d'imaginer le G7, c'est-à-dire les véritables puissances économiques dans 20 ans, le G7 dans 20 ans ne serait pas celui d'aujourd'hui. Ce serait celui que vous voyez actuellement. Beaucoup de Russes en Sud-Est. Bien entendu, la Chine, ce n'est pas une démocratie, donc elle n'entrerait pas dans le G7. Mais essayons d'imaginer les puissances économiques. En Europe, seule l'Allemagne, à peine, vraiment à peine, et les États-Unis resteraient. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Cette grande force de bienvenue au Sud-Est, qui est bien sûr fait peur à ceux qui restent aux portes et qui rend orgueilleux ceux qui entrent. Si nous voulons éviter la guerre, il faut bien le comprendre. Parce que c'est la réalité, c'est cela dont il faut nous rendre compte. Le monde que tu décris ici, c'est déjà celui que nous vivons, globalement. Si l'on regarde la parité du pouvoir d'achat, on voit ici la carte actuelle. Tu as lié tout à l'heure cela avec la question de la route de la soie. Qu'est-ce que c'est que la route de la soie? C'est la seule proposition de politique économique internationale non militaire après le plan Marshall. C'est très intéressant. La grande expansion des États-Unis a été précédée par le plan Marshall. À mon avis, la route de la soie est la même proposition traduite aujourd'hui dans le rôle que la Chine veut avoir pour le futur. Qu'est-ce que c'est que cette route de la soie? Mis à part de la rhétorique, Marco Polo, et nous devrions, c'est pour ça que je regrette, nous devrions être l'emblème de l'Europe et malheureusement nous créons seulement de la confusion, mais laissons cet aspect. La Chine veut créer autour d'elle une grande alliance de pays de façon à exploiter le fait que l'on trouve en Asie la moitié de l'humanité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et elle propose donc cet immense investissement. Je n'utilise pas ce mot immense au hasard parce que c'est en dehors de la portée même de la Chine. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui sont exagérés même pour la Chine. Mais elle l'utilise comme un message pour exercer un grand rôle régional et se proposer comme partenaire de l'Europe et donc, en quelque sorte, comme concurrent, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan économique, politiquement, des États-Unis. C'est quelque chose de très intéressant parce que le message qu'envoie le président chinois avec la route de la soie, en visitant les pays les uns après les autres, sont éducatifs. La rencontre avec le Premier ministre pakistan, si vous en lisez le compte-rendu, c'est incroyable. Parce que le président chinois Xi dit que notre amitié est plus profonde que l'océan, plus haute que l'Himalaya. Et puis ensuite suivent les investissements des autoroutes, de la présence économique, des ports. Donc, je parle ici du Pakistan, mais cette présence
arrive jusqu'en Iran. Et les sanctions vis-à-vis de l'Iran sont en train de porter entièrement l'Iran dans le giron de la Chine, parce qu'on ne laisse pas beaucoup d'alternatives en Iran. Je ne veux pas discuter sur le fait que les sanctions soient justes ou pas, mais ça, c'est la situation. Donc là, le tableau politique que nous avons créé mène au fait que la route de la soie et un certain rapport positif avec l'Europe sont le nouveau centre de la politique mondiale. Et l'avenir, comme tu l'as souligné, est vraiment là. Bien entendu, tout cela contient également des pièges. La Chine a accompagné cette route de la soie avec des investissements extraordinaires, mais aussi avec une proposition politique extrêmement dangereuse pour nous. Qu'a fait la Chine? Elle a créé une relation privilégiée qu'elle a appelée 16+1. 1, c'est la Chine. 16, ce sont les pays de l'Europe de l'Est, avec un rapport privilégié vis-à-vis de la Chine. Et je crois également avec une certaine intention de diviser l'Europe. Au moins, disons, si l'on veut être positif, disons que c'est une conséquence non voulue, un effet collatéral. C'est là que se représente le problème de l'Europe. Si nous voulons être des acteurs de ce changement du monde qui est inévitable, l'Europe doit nécessairement être unie et elle doit reprendre son rôle et son jeu. Est-ce que les Chinois ont tort de faire le 16+1 ? Parce que l'Europe n'est pas constituée de ces 16 membres. 9 membres ce ne sont pas 9 membres d'Europe de l'Est plus 7 pays étrangers. Donc l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Pologne. Je pense que c'est, à mon avis, une erreur de la Chine. Mais c'est aussi une erreur de l'Europe de ne pas comprendre que face à ces grands changements du monde, il faut changer nous aussi, changer notre politique. Bien entendu, cela implique des problèmes très importants. Cela impliquait des problèmes de conflit avec les États-Unis qui, à mon avis, doivent rester un allié essentiel. Mais lorsque l'on élimine les sanctions à l'Iran et qu'on ne peut pas, en pratique, commercer avec l'Iran parce qu'autrement les entreprises ne peuvent plus travailler avec les États-Unis, alors il est clair que Renault, Peugeot ou la British Petroleum ou toutes les entreprises qui ont des échanges avec l'Iran doivent choisir. Si on leur demande de choisir entre l'Iran et les États-Unis, il est évident qu'ils choisissent les États-Unis. Il n'y a aucun doute pour des raisons historiques, pour des raisons de quantité. Donc, nous créons des politiques contradictoires en agissant avec une Europe divisée. Attention donc, parce que si nous poursuivons sur cette voie, nous sommes les acteurs passifs de cette nouvelle grande proposition politique chinoise. Nous en sommes les acteurs passifs de ce grand changement du monde qui, à mes yeux, est inévitable. Alors, Presidente Bosanjo, credo siamo in... Président Bosanjo, on est en train de terminer notre conférence aujourd'hui. On parle des Chinois qui font des investissements en Afrique à des taux d'intérêt mystérieux. Les entreprises chinoises font des profits, ils créent des routes. Et ils participent à la déforestation et ils font des projets. Mais qu'est-ce que vous disiez à propos de cela? Est-ce que ne vous risquez pas de passer d'une colonisation européenne à une colonisation chinoise? Merci beaucoup. C'est une question que l'on me pose très souvent.
Très souvent, donc, il me demande si la Chine a des problèmes dans son économie, alors les États-Unis doivent avoir aussi des problèmes au niveau économique. Et alors, pourquoi si l'Afrique construit des routes en Afrique, ils sont payés, il y a des fournisseurs européens en Afrique, des fournisseurs américains qui viennent construire des routes en Afrique. Alors, pourquoi la Chine devrait être un problème? Qu'est-ce qui se passe malheureusement avec les amis de l'Occident? Ils ne travaillent pas correctement. Si tout le monde faisait des négociations sur le changement climatique et à un moment donné, il y aurait un pays qui dit « Pour moi, cet accord n'est plus valable », alors qu'est-ce que vous attendez du reste du monde quand cet accord est en réalité signé par tout le monde sauf qu'un pays? Dans quelle sorte pourrait-on être considéré comme responsable? On en a parlé et on a décidé d'agir comme cela. Si les États-Unis et l'Europe n'interviennent pas, c'est la Chine qui le fait. C'est la Chine qui s'introduit dans certains business. Cela n'est pas vrai seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Australie. J'ai été surpris quand j'ai découvert que la Chine investit 40% de ses ressources en Australie. 40% d'investissements en Australie sont faits par des Chinois. Alors, est-ce que l'Australie est une colonie de la Chine? Et alors, pourquoi si l'Australie n'est pas considérée comme une colonie de la Chine, nous devrions être considérés comme une colonie chinoise? Nous considérons que tous nos amis sont bons et nous voulons maintenir des bonnes relations avec tout le monde. Nous considérons importante l'amitié de l'Occident. Nous utilisons les langues universelles et les systèmes judiciaires, les systèmes de la justice occidentale, mais nous avons aussi des relations d'amitié avec des États orientaux. Donc, on va nouer des amitiés avec des pays de l'Orient, avec la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques qui sont prêts à être nos amis. Mais nous voulons aussi maintenir des bonnes relations avec l'Occident. Mais personne ne doit nous indiquer qui doivent être nos amis. Nous ne voulons pas dicter aux autres qui doivent être les alliés ou pas. Et je crois que cela fait partie de nos responsabilités globales, c'est-à-dire de maintenir des relations équitables, équilibrées, aux égards de toutes les régions du monde. Parce que cela est pour notre meilleur intérêt et pour l'intérêt mondial. Malheureusement, le temps touche à sa fin. Nous avions beaucoup de thèmes, mais nous les gardons pour l'année prochaine si le meeting nous invite encore, avec des invités tels que le président Obasanjo et le président Prodi. J'ai ouvert cette rencontre en disant que nous allions ensemble observer notre action. Après ce dialogue extraordinaire entre le président Prodi et le président Obasanjo, je continue en me contredisant pratiquement devant vous. Je vous avoue que j'ai éprouvé, je ressens la nostalgie face à des leaders capables d'exprimer
des vues holistiques, comme vous l'avez dit, des vues globales, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président Obasanjo, d'observer autour de nous la situation. Merci infiniment.